Vous l'avez sûrement remarqué dans ma manière de les aborder, mais les sujets des mangas Sky ne sont pas uniquement choisis en fonction des mangas et animés traités, mais aussi de mon rapport totalement personnel à ceux-ci. Alors avant de rentrer dans le sujet de cette vidéo, je pense que je dois un peu vous parler de mon rapport au manga en général. J'ai commencé à lire des mangas au milieu des années 2000, après m'être passionné pour certaines adaptations animées diffusées à la télévision. Dès lors, en découvrant cet univers, j'ai très vite été perdu, et ne sachant pas par où m'orienter, je me suis naturellement lancé dans des séries que je connaissais soit de leurs animés, soit de recommandations d'amis qui découvraient eux aussi le manga au même moment. Ainsi, je me suis logiquement intéressé aux séries les plus populaires de l'époque, étant donné que c'était celles-ci que moi et mes amis avions le plus de chances de rencontrer. Et au milieu des Naruto, Fullmetal Alchemist et autres Yu-Gi-Oh qu'on trouvait assez facilement, il y avait une autre série populaire dont on entendait souvent parler. Une série qui avait une communauté qui n'a cessé de grandir durant sa parution, à un point que, ça m'a marqué, c'était l'un des rares mangas que je retrouvais quasi systématiquement dans les rayons bande dessinée de grande surface. Un manga plus sombre que certains autres shonen, si bien qu'il est en partie responsable de la création du label Darkana de son éditeur francophone. Samurai Deeper Kyo. Comme vous l'avez compris, j'ai un certain rapport à ce manga, du fait que Kyo fait très certainement partie de la première dizaine de mangas que j'ai découvert dans ma vie. Pourtant, le succès de ce manga et par conséquent ma découverte assez rapide de celui-ci m'a toujours paru étrange. C'est un manga qui est devenu populaire alors qu'il n'était pas forcément parfaitement appréhendable par un public non japonais, surtout à l'époque, et qu'il n'avait pas d'adaptation animée pour l'aider contrairement à énormément de séries connues de ces années-là. Mais il y a eu un animé. Ouais, mais contrairement aux autres mangas adaptés, celui-ci n'a pas été diffusé chez nous, et surtout, était complètement boudé par les fans. Là où souvent à l'époque, les gens découvraient un manga grâce à son adaptation animée, Kyo c'était le cas inverse, le public découvrait l'animé grâce au manga, et souvent ne s'y intéressait même pas. Pour être honnête, j'ai rarement vu de tels cas de succès en manga sans que l'animé ne suive en popularité. À la limite, le seul exemple équivalent que je vois aujourd'hui et qui permet de vous faire une idée, c'est Kingdom. Mais bon, on va garder tout ça pour la partie analyse, parce que je dois quand même ajouter une autre information sur mon rapport à ce manga. Je vous ai dit que Kyo était l'un des premiers mangas que j'ai lus, mais je ne l'ai pas terminé immédiatement. Pour vous le dire simplement, j'ai mis pas moins de 10 ans pour lire entièrement ce manga. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, parce que, c'est ma vie, mais entre ma lecture du premier tome et ma redécouverte de la série où j'ai pu la terminer, il s'est écoulé plusieurs années. Du coup, entre-temps, j'ai pu découvrir plus largement le monde du manga et découvrir des œuvres fortes qui m'ont personnellement marqué à vie et dont je vous ai parlé dans quelques vidéos. Cependant, arriver au bout de cette série a permis aux jeunes lecteurs de manga que j'étais il y a longtemps de terminer une de ces portes d'entrée dans le monde du manga. Donc peut-être pour faire plaisir à celui que j'étais ou juste par caprice de mon moi actuel, j'ai envie de revenir sur ce manga plusieurs années après son succès. Alors qu'il est aujourd'hui oublié ou inconnu de nombreux lecteurs, j'ai envie de répondre à cette question. Samurai Deeper Kyo, qu'est-ce que ça valait? Par conséquent, yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Samurai Deeper Kyo. Samurai Deeper Kyo est donc un manga qui a été publié de 1999 à 2006 dans le Weekly Shonen Magazine au Japon pour un total de 38 tomes. En France, ce sont les éditions Kana qui se sont chargées du manga entre 2001 et 2008, avant de le rééditer plus tard en format double. Le manga est né de la plume d'Akimine Kamijo, et avant d'aller plus loin, on va d'abord s'intéresser à l'autrice. Akimine Kamijo, un pseudonyme je précise, encore c'est celle bête, est une mangaka née en 1975 à Kanagawa. On ne sait pas grand chose d'elle étant donné qu'elle n'apparaît que rarement en public et qu'elle n'utilise pas son véritable nom. Le mystère la concernant va si loin que pendant longtemps, on ignorait son genre, étant donné qu'elle a alterné un alias féminin puis masculin. En plus, elle restait elle-même dans le flou, même si pas mal d'internautes japonais ont très vite su déduire qu'elle était une femme suite à quelques indices laissés ça et là. Cependant, on sait que sa carrière commence dans le doujinshi avec des œuvres dérivées entre autres de Fire Emblem et de Macross 7, le tout sous le nom de Meika Atagashira, qui est aussi un pseudonyme. On dit qu'ils boivent ton sang pendant qu'ils t'obligent à regarder toutes les saisons de Sword Art Online. Cependant, sa carrière dans le manga va commencer en tant qu'assistante aux côtés de nul autre que la grande Rumiko Takahashi et de Haruko Kashiwagi. Mais son véritable début en tant que mangaka a lieu en 1999 avec son premier succès qui est l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, Samurai Deeper Kyo. Après sa fin en 2006, elle va retenter l'expérience du shonen manga avec Silver Crow, un manga plus léger qui sera un flop et qui s'arrêtera en 3 tomes. Cependant, elle va de nouveau rencontrer le succès avec son troisième manga, que certains d'entre vous doivent peut-être connaître étant donné qu'il a été un peu populaire chez nous aussi, Codebreaker. Et ne vous inquiétez pas si vous êtes fan de ce manga, on aura l'occasion de revenir un peu dessus durant cette vidéo. Après ça, elle va quitter le shonen et se lancer successivement dans un manga de musique, Tansan Suibu, et une adaptation des œuvres d'Edogawa Ronpo, Kobayashi Shonen to Futei no Kaijin, après une première adaptation en 2 chapitres. Et depuis, pas grand chose. Elle doit sûrement préparer du nouveau, mais on n'a pas d'informations.
Samurai Deeper Kyo est donc un premier manga à succès. Succès qui ne s'est pas trop fait attendre, étant donné qu'il a très vite été adapté en CD-drama, puis en animé en 2003 par le studio Deen. Mais on va pour ainsi dire pas parler de l'animé, vu que c'est une adaptation complètement bancale, prenant des libertés plutôt malvenues, le tout pour devenir assez indigeste. Ouais, s'il a pas marché, c'est qu'il y a quand même quelques raisons. Mais bon, après toutes ces informations, Samurai Deeper Kyo, de quoi ça parle? Tout commence au Japon en 1604, 4 ans après la bataille de Sekigahara qui a profondément changé le pays. Yuyashina est une jeune chasseuse de primes qui croit être tombée sur un homme dont la récompense pour sa tête vaut une véritable fortune. Kiyo aux yeux de démon, un samouraï qui a fait plus de 1000 victimes. Cependant, alors que la majorité de la description faite de Kiyo correspond à cet homme, celui-ci n'a pas ses yeux rouges bien connus. De fait, ce garçon est en réalité Kiyoshiro Mibu, un pharmacien itinérant, tout ce qu'il y a de plus pacifique. D'abord déçu, Yuya découvre que Kiyoshiro a lui aussi une prime, bien moindre, sur sa tête, et décide de le capturer. En voulant le remettre aux autorités, ceux-ci vont se retrouver dans un village pris d'assaut par des criminels. En se retrouvant en danger face à ces derniers, Kiyoshiro va devenir bizarre. Son sabre va quitter son fourreau, ses yeux vont devenir rouges, et l'esprit de Kiyo aux yeux de démon enfermé dans son corps va ressurgir pour en prendre possession. Étant tombé sur le véritable Kiyo, Yuya ne voudra pas se séparer de Kiyoshiro tant que celui-ci ne lui aura pas permis d'obtenir sa récompense. Dès lors, nous suivrons notre duo, ou plutôt trio de personnages principaux, dans un voyage au travers de ce Japon qui vient tout juste de changer d'époque, voyage qui leur fera rencontrer plusieurs figures importantes de cette période et durant lequel Yuya va chercher des réponses à plusieurs de ces questions, dont qui sont réellement Kiyo et Kiyoshiro, quel lien les relie l'un à l'autre, et surtout, qui est l'assassin de son frère. Ces questions trouveront des réponses dans l'existence d'un clan qui dirige le pays dans l'ombre. Samurai Deeper Kyo est donc un manga assez classique, si ce n'est qu'il se distingue de par son aspect historique et de son côté plus sombre que d'autres mangas du genre. Et de par cet aspect, je trouve que le succès qu'a eu le manga chez nous est en soi un petit paradoxe. Parce qu'on va le comprendre très vite, le manga se destine clairement à un public japonais, si bien qu'on peut penser que s'il a marché chez nous, ce n'est pas pour de bonnes raisons. Bon, j'avoue que ça fait un peu hautain de dire cela, mais sachez que je ne m'exclus pas moi-même quand je dis ça. Je vais vous expliquer. Samurai Deeper Kyo est un manga qui baigne totalement dans un contexte historique assez particulier de l'histoire du Japon. Un contexte qu'on a besoin de connaître pour se rendre compte de comment le manga arrive à jouer avec. La fin de l'époque Sengoku et le début de l'époque Edo, qui sont les périodes durant lesquelles se déroule le manga, sont capitales dans l'histoire du Japon. Celles-ci ont connu des événements comme des personnages extrêmement importants qui font aujourd'hui partie de la culture populaire japonaise, mais qui sont très loin d'être évidents pour nous autres occidentaux. Et comme l'intrigue va en permanence jouer sur son contexte sans jamais l'expliquer concrètement, le manga peut être assez difficile à saisir pleinement pour un lecteur francophone, surtout du début des années 2000, le moment où le manga a été édité. Certains me diront que pourtant, ce n'est pas le premier manga sur fond d'histoire du Japon qui marche chez nous. On peut par exemple prendre le cas de Kenshin qui a été un bon succès à son époque, alors qu'il plaçait lui aussi son intrigue sur un fond historique particulier. Mais la différence, c'est que Kenshin expliquait tous les faits qu'il mettait en avant et qui étaient les personnages ayant réellement existé qu'il nous présentait. Dans le cas de Kyo, plusieurs personnages liés à l'histoire du Japon vont avoir des rôles, des personnalités et des développements qui sont en total opposé avec ce qu'ils étaient réellement. Et le manga joue dessus, joue sur ce côté anachronique que ne peuvent comprendre que les Japonais et les gens qui connaissent très bien l'histoire du pays. Sans avoir cette culture, pas mal de révélations par exemple peuvent nous échapper si tant est qu'on ne sait pas ce qu'ont représenté ces gens dans la réalité. Je vous prends un cas explicite, à un moment dans le manga, après nous avoir teasé qu'une certaine personne connue souhaitait tuer Kyo, on va avoir la révélation de son identité. Alors cette révélation est censée être un choc aussi bien pour les personnages que les lecteurs du fait qu'il était impossible que cela soit cette personne. Tout est fait pour nous faire comprendre que l'on vient de découvrir quelque chose de grave. Mais si on ne sait pas qui est ce personnage dans l'histoire du Japon, on passe complètement à côté. Pour vous donner une comparaison, c'est comme si dans une histoire occidentale, on vous disait qu'un assassinat qui a eu lieu dans les années 2010 était en fait organisé en secret par quelqu'un de connu, mais que vous croyez mort depuis longtemps. Du genre Churchill, Hitler, De Gaulle, la dignité de Gérald Darmanin. Bref, dans ce genre de cas, c'est parce que vous savez qui est la personne que cette révélation marche sur vous. Par conséquent, je trouve le succès de Kyo chez nous assez paradoxal, et la question qu'on est en droit de se poser est alors, pourquoi ça a marché dans nos pays francophones? Bon, je pose la question, mais je crois que la réponse est évidente. Des samouraïs, des combats, des personnages stylés, des combats, de quoi titiller aussi bien les lecteurs que les lectrices, des combats, et surtout, des combats. Dantesques. Mais tout ça, c'est sur le papier, ça ne nous dit rien sur la qualité du manga. Donc la question qu'on va maintenant se poser, c'est concrètement, Samurai Deeper Kyo, est-ce que c'est bien? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose qu'avant toute chose, on essaye de voir comment ce manga est construit. Qu'est-ce qu'il essaie de développer, comment il le fait, et surtout à la fin, est-ce que ça marche? Est-ce que le manga est réussi? On va commencer par le point qui met généralement tout le monde d'accord quand on parle de Kyo, son dessin. Le dessin de Kamijo est une très bonne réussite qui va fonctionner dès le début du manga, mais qui ne va avoir de cesse d'évoluer au fur et à mesure des tomes. La première des choses qui va particulièrement caractériser le style de Kamijo, c'est son découpage.
Kamijo est du genre à étendre son dessin au maximum pour représenter pleinement les différentes actions. Pour cela, elle va essayer de le réduire le moins possible dans des cases et ne va avoir de cesse d'atténuer les espaces qui peuvent les séparer les unes des autres. Dès le premier chapitre, on ressent déjà cette volonté, mais elle va très vite pleinement l'assumer en ne fermant plus certains de ses dessins centraux et en ne séparant ses cases que par un trait unique. Ainsi, on est pleinement baigné dans son univers, chaque page se voulant le moins vide et le moins enfermé possible. Je m'avance peut-être beaucoup en disant ça, mais je pense que cette volonté est due au fait qu'en passant par la case Doujinshi, elle a dessiné beaucoup d'illustrations, qui sont des dessins bien plus libres, si je puis dire, que du manga qui est enfermé dans sa forme. Par conséquent, son expérience doit se retranscrire dans ce découpage particulier. D'ailleurs, l'influence des illustrations va se voir sur d'autres points. Son dessin va donc débuter dans un style assez large, mais aussi très carré sur pas mal de scènes, qu'elle va naturellement casser au fur et à mesure de l'action et de l'urgence. Aussi, elle va se servir de son découpage pour montrer la puissance démesurée de plusieurs de ses personnages en faisant des cassures nettes et violentes d'une scène avant action à une scène où ils ont déjà porté un coup fatal, sans montrer de détails. Ainsi, cela témoigne d'une force et d'une technique si incroyables que comme leurs adversaires, nous ne nous rendons compte du coup porté qu'au moment où ils sont déjà morts. Au début du manga, elle va beaucoup jouer de cette technique, mais à partir du moment où les personnages se confronteront à des adversaires qui arrivent à leur tenir tête, leurs actions seront bien plus découpées pour montrer que cette fois, ils arrivent à se suivre l'un l'autre. Aussi, pour insister sur l'importance de certains coups violents et importants, Kamijo va utiliser la répétition d'un autre point de vue, grâce aux fins et au début de chapitres, en répétant une action déjà déroulée, mais dessinée et disposée d'une autre manière. Elle arrive alors à renforcer leur signification sans avoir un aspect trop lourd à la lecture. Pour montrer l'aspect démesuré du manga, elle va également se servir de certaines grandes cases dont elle fera naturellement évoluer leur place et leurs utilités à mesure que l'intrigue avance. De base en les plaçant sur une page seule pour ensuite pleinement profiter de ces doubles pages et les exploiter au maximum. Mais elle va aussi jouer sur son propre style en fonction de ce qu'elle nous montre. Par exemple, en refermant elle-même des dessins larges grâce aux cases, pour illustrer quand un personnage est pris au piège par une attaque qui recouvre la quasi-totalité de la page et duquel il n'a aucune échappatoire. Tout cela rend la lecture de Kyo parfaitement fluide en termes de découpage, ce qui va encore se renforcer par le style technique de Kamijo. Elle possède un style de dessin très épuré et net, avec un trait fin qui va donner une bonne visibilité à son ensemble. Cependant, s'il y a un truc qui se remarque avec son style, c'est qu'elle est vraiment une dessinatrice à personnage. Et oui, je dis bien dessinatrice, et pas autrice, étant donné que plus que tout, ce sont ces personnages qui sont au cœur de ses dessins. C'est normal, on suit des personnages. Pas nécessairement. La très grande majorité de ces dessins sont des dessins faits pour sublimer ces personnages, en leur donnant une place importante, si ce n'est centrale. Plus que leurs actions ou que ses décors, elle tient à illustrer avant toute chose ceux qui les font vivre, et va donc à chaque fois arranger sa composition pour qu'ils ressortent au maximum, même dans des plans de découverte de lieux. Samurai Deeper Kyo est très clairement un manga à personnages. Sachant cela, Kamijo fait tout pour que cela soit sur eux qu'on se focalise à chaque dessin. Et elle va le faire de bien des manières, en variant aussi bien les teintes, les points de vue, la présence ou non de décors et de fonds, tout cela sans que cela ne vienne jamais à cacher la scène. Justement, c'est au travers des grandes cases que je mentionnais plus tôt que cela s'illustre le plus, étant donné que dans celle-ci, Kamijo va dessiner des poses ou des actions fortes servant à sublimer ses personnages, dont la composition rappellera quelquefois des illustrations tant elle pourrait s'affranchir de leur contexte et se limiter à des dessins individuels. Et pourtant, alors que ces dessins servent avant toute chose à mettre en avant ses personnages, les fonds ne sont pas en reste. Sur ce point, je pense que ce n'est pas Kamijo seul qu'il faut saluer, mais aussi ses assistants. On voit très clairement une différence assez marquée entre l'action principale et les fonds, mais ceux-ci arrivent tout de même à être techniquement très réussis, en variant eux aussi au maximum les points de vue et les styles, si bien qu'ils deviennent indissociables de l'action. Ils arrivent à rajouter des ambiances qui vont renforcer aussi bien les côtés les plus sombres du manga que les joies des personnages. Si on ajoute à cela les techniques de dessin qui vont varier elles aussi au cours du manga pour rendre des passages vraiment marquants du fait de leurs aspects uniques, que ce soit des négatifs dans des scènes de choc ou des dessins plus gras lors de certaines scènes de combat dantesques, ça fait de Kyo un manga très réussi sur la forme. Il faut être honnête, il n'est pas sans défaut, certains dessins du début sont, il faut l'avouer, assez plats, ou du moins trop pour ce qu'ils essayent d'avoir l'air, et des fois le manga n'est pas parfaitement lisible, mais c'est parce que le reste marche aussi bien qu'on le remarque. Samurai Deeper Kyo n'a pas un dessin révolutionnaire. Beaucoup d'autres mangas arrivent à nous proposer bien plus de choses autant sur le plan technique que la narration. Mais ça n'en reste pas moins un manga qui réussit très bien ce qu'il entreprend. D'autant plus que la dessinatrice est suffisamment humble pour ne pas se limiter à ce qu'elle sait faire, et essaye de toujours s'améliorer en termes de forme. Kamijo s'est proposé de très bonnes choses en termes de dessin, et selon moi la preuve ultime, ce sont ses illustrations, surtout celles des tomes. Car grâce à la couleur, elle va là aussi pouvoir exprimer son talent en fonction de ce que son manga raconte. Ces couvertures de tomes arrivent donc pleinement à nous plonger dans son histoire avant même de les ouvrir. Il reste cependant un point concernant la forme qu'on n'a pas abordé et qui va nous permettre de nous intéresser au fond, à savoir les caractères design. Kamijo va, sans aller dans une extravagance trop poussée, à 2-3 exceptions près, créer une identité unique à la totalité de ses personnages.
Loin des clichés traditionnels des samouraïs, la majorité d'entre eux aura des caractéristiques physiques uniques qui seront bien des fois liées à leurs histoires personnelles. Certains au niveau de leurs yeux, comme les yeux rouges de Kyo, ceux toujours fermés d'Akira du fait qu'il est aveugle, le cache-œil de Bantenmaru, les yeux très bridés de Tigre Rouge qui ont tendance à s'ouvrir bien plus quand ils s'énervent, que dans leur tenue, leur physique, leurs accessoires, leurs cheveux, leurs armes. Bref, chacun d'entre eux devient immédiatement reconnaissable. Autre chose qui va les définir, les personnages masculins, qui sont les plus nombreux dans le manga, ont dans la majorité des cas des physiques assez androgynes. Alors c'est très loin d'être le seul manga qui tombe dans ce genre de design, mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est une volonté qui s'étend bien plus loin qu'à leur apparence seule, vu que Kamijo va elle-même jouer avec les flous d'apparence de ses personnages. Ce serait peut-être de la surinterprétation que de dire que c'est aussi pour cette raison qu'elle a écrit ce manga sous un pseudo masculin, mais sinon on peut le voir concrètement dans le manga. Que ce soit au moment où des personnages historiques, connus et iconisés sous une certaine forme de virilité, s'avèrent finalement avoir une apparence bien moins masculine que ce à quoi on pouvait s'attendre, du fait que certains personnages soient suffisamment androgynes pour se travestir aussi bien en femme qu'en homme, sans qu'on ne s'en rende compte, ou du fait que le manga possède pas moins de 2 personnages clairement identifiés comme étant transgenres. Et pour ce dernier point, les 2 personnages s'avèrent avoir des designs très différents l'un de l'autre. On pourrait même aller plus loin en s'intéressant à son manga Codebreaker, que ce soit avec le personnage du prince, une jeune fille qui a renoncé à sa féminité après un événement traumatisant pour être élevée par des hommes, qui va avoir pas mal de complexes vis-à-vis de celle-ci pour se rendre compte qu'au final, elle n'aurait jamais voulu l'abandonner, ou par la forme Lost de Yuki Ina. Dans tous les cas, ce décalage entre les designs des personnages et le fait que ce soit des monstres de combat va ajouter à leur iconisation, car ouais, ce manga va iconiser ses personnages. Je le disais plus tôt, Samurai Deeper Kyo est un manga à personnages, et contrairement à pas mal de shonen qui vont montrer leur héros partir du bas pour devenir assez fort pour affronter de puissants adversaires, ce manga va nous montrer des combattants déjà experts qui ne se retrouveront jamais en difficulté contre le premier venu, et qui vont devoir attendre de se retrouver face à d'autres monstres de puissance pour commencer à s'inquiéter. Le meilleur exemple de tout ça est bien évidemment Kyo aux yeux de démon. Kyo est un homme fort qui a toujours été fort et qui en a pleinement conscience. Il n'a qu'un seul objectif, vaincre de puissants adversaires. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Parce que dans cette envie d'iconisation, Kyo est un personnage qui nous sera assez distant, dont on n'aura jamais les pensées, et dont on ne saura pas son passé jusqu'à que celui-ci vienne directement le chercher, ce qui va arriver progressivement. Et tout cela, on va s'en rendre compte au travers du regard d'un autre personnage principal, Yuya, qui est presque le véritable personnage principal. C'est à partir d'elle que nous découvrirons toutes ces figures incroyables, que nous apprendrons leur passé, ce qu'ils sont réellement derrière leurs légendes et leurs auras. C'est elle qui va se poser les questions que nous autres lecteurs nous poserons, et qui en cherchera les réponses. Elle sera notre rapport direct à Kyo. Elle, d'abord effrayée par celui-ci, va finalement être intriguée par lui, et chercher qui est réellement ce monstre qui n'en est peut-être pas totalement un. De son côté, Kyo va traiter Yuya avec hauteur et mépris, se comportant de manière assez horrible avec elle au premier abord. Mais ce comportement s'avérera peut-être n'être qu'une façade pour cacher ce qu'il est vraiment, la preuve étant qu'il va finir par la protéger. Et en disant tout ça, je sens arriver un reproche qu'on peut faire au personnage de Yuya, à savoir qu'au final, elle n'est que la demoiselle en détresse qui sert à être sauvée et à avoir quelques scènes de fanservice. Alors disons-le, c'est assez vrai, mais j'aimerais quand même un peu nuancer ce point. En effet, Yuya est un personnage qu'on peut, à première vue, qualifier de faible, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup d'impact sur l'intrigue et qu'elle sert presque qu'à être protégée ou sauvée durant les combats. Mais c'est assez normal. Elle est le seul personnage ordinaire au milieu de monstres qui peuvent réaliser des choses que des humains normaux ne seraient jamais capables de faire. Elle est notre repère comme personnage normal face à ces figures aussi puissantes que des catastrophes naturelles, figures qui donc nous rappellent notre impuissance. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Yuya est parfaitement inutile. Elle-même a pleinement conscience de son impuissance, donc plutôt que de s'exprimer par sa force de combat, elle va avoir un impact à son échelle, en se servant de ses qualités purement humaines que n'ont pas les autres personnages. Cela se voit notamment avec Kyo. Lui qui ne sait communiquer que par la force au moment où on le découvre, va progressivement nuancer son caractère au contact de Yuya. Le tout sans même s'en rendre compte, si bien que son évolution sera indissociable de sa présence ou de sa non-présence à ses côtés. C'est d'ailleurs une autre chose qu'on retrouve également dans la seconde série longue de l'autrice, Codebreaker, avec le personnage de Sakura. Bien qu'elle sait qu'elle ne peut rien faire face aux Codebreakers à cause de leur pouvoir, elle va utiliser sa compassion en lequel elle croit, pour faire des choses réalisables à son échelle mais qu'ils n'arrivaient pas à concevoir, tout cela pour les faire sortir de leur vision trop étriquée du monde. Ok, mais soyons sérieux, elle est aussi là pour des scènes de fanservice, comme d'autres personnages féminins, tout ça pour attirer de l'adolescent en pleine puberté fan de shonen qui lit le magazine. Alors oui, mais ça va peut-être t'étonner, sur ce point, Kamijo a elle-même reconnu qu'elle aimait bien dessiner ses personnages féminins dans des scènes peu habillées. Et le petit paradoxe de tout ça, c'est que là où tu peux penser que c'est fait pour attirer un public adolescent masculin, il s'avère que la très grande majorité des fans du manga étaient en fait des lectrices. Ah bon? À l'époque où le manga était déjà assez avancé dans son histoire,
Kamijo disait que sur toutes les lettres de fans qu'elle recevait, aux alentours de 90% étaient des lettres de lectrices qui adoraient les personnages masculins, notamment ceux de Yukimura et de Sasuke. Et au final, je le comprends, entre les designs qui avaient tout pour plaire, l'iconisation des personnages qui se fait entre autres via le dessin et les combats, et le fait qu'on pouvait facilement s'identifier au personnage de Yuya, c'était logique que des lectrices tombent sous le charme de ce manga, d'autant plus qu'il était lui-même écrit par une femme qui aimait sincèrement ce qu'elle dessinait. En fait, non, c'est plus largement plein de bonnes raisons qui font que le manga a été populaire tout court. Une intrigue de shonen classique où nous allons suivre le voyage d'un groupe de personnages qui ne va avoir de cesse de grandir au fur de rencontres et de combats, personnages iconisés au travers de différentes astuces scénaristiques et visuelles, qui vont par la suite devoir se confronter à des difficultés bien plus grandes, alternant des affrontements tantôt dans la démesure de puissance, tantôt dans de la stratégie, ce qui fait qu'on n'est pas toujours sur juste des coups de sabre et qu'on va avoir un peu de réflexion. Le tout alors que nos personnages continueront d'évoluer, aussi bien en termes de puissance que de mentalité, à la fois par des entraînements et des entraînes mutuelles. Tout cela servi par un dessin techniquement très réussi. Tout est là pour que le manga fonctionne jusqu'à sa fin. Mais, au final, ce n'est pas le cas. Avec son début d'histoire, Samurai Deeper Kyo va présenter un tout qui s'annonce très agréable. L'histoire est certes classique, mais avance bien. Les quelques répétitions du début peuvent se pardonner du fait qu'ils vont soit développer certains personnages, soit en introduire d'autres qui vont devenir centraux. Très vite après ça, le manga va avoir des arcs un peu plus étoffés au travers desquels il va utiliser son contexte pour présenter leurs objectifs, et durant lesquels on comprend que certains vont devoir se retrouver en opposition. L'aspect sombre du manga, qui est entre autres manifesté par ces personnages qui ont fait des choses horribles au cours de leur vie, fonctionne. Mais ça ne va pas durer. Malgré tout, sur son départ, Samurai Deeper Kyo présente quelques défauts qui ne vont avoir de cesse de s'accumuler, alors que ses qualités vont doucement s'effacer. À mon sens, le premier problème va être le personnage de Yuya, et ce pour deux raisons. Si on passe sur le fait que des fois certaines scènes tendancieuses peuvent vraiment être gênantes, même si l'autrice dit bien aimer les dessiner, la première je l'ai déjà mentionné, mais il faut que j'y revienne. Je vous ai dit que certes Yuya était un personnage aux allures faibles dans le manga, mais qu'elle va jouer son rôle au travers de ses qualités humaines pour avoir un impact sur les évolutions des autres personnages. Et bien ça, c'est ce qu'elle essaye d'être, mais ça ne marche pas tant que ça. Yuya va avant toute chose avoir le rôle de témoin qui va finir par être celle à sauver. Les interactions et moments où ses sentiments sont censés avoir un impact sur les autres personnages seront loin d'être aussi présents qu'ils ne devraient, et le manga va lui-même le reconnaître. Il va avouer que la principale raison pour laquelle elle arrive à atteindre Kyo, ce n'est pas vraiment pour ce qu'elle fait, mais plutôt parce qu'elle lui rappelle la seule femme qu'il a aimée. Au final, on peut presque penser que Yuya n'a pas réussi à atteindre Kyo pour ses qualités, mais pour celle d'une autre, ce qui rend son rôle loin d'être réussi. À ce compte-là, Codebreaker s'en sort bien mieux, car comme Yuya, Sakura a des raisons d'intriguer Rei, le héros, mais elle ne va avoir de cesse d'essayer de lui prouver que ses sentiments en lesquels elle croit et que Rei méprise peuvent amener à une meilleure conclusion que les actions qu'il faisait jusque-là, ce qui va faire évoluer son opinion de manière concrète. Et plus loin dans l'intrigue, à partir du moment où elle sert avant tout le rôle d'otage, on a juste l'impression que les personnages se sont réunis autant d'elle parce qu'elle est trop faible pour se défendre seule. Alors qu'eux-mêmes diront l'importance qu'elle est censée avoir, on ne pourra que douter du fait qu'elle ait vraiment joué son rôle. Quitte à parler de ça, parlons de l'évolution que va prendre le manga. Ça n'aura échappé à personne qui l'a lu, à un moment, Samurai Deeper Kyo finit juste par devenir une suite de combats. Et quand je dis ça, je ne dis pas que l'intrigue va amener à des combats. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a un groupe de personnages qui vont avoir un nombre précis d'adversaires à combattre, tout ça pour arriver au boss final. Du coup, l'intrigue va prendre cette forme. Un des héros va se charger d'un combat, puis ils vont avancer jusqu'au prochain ennemi, un autre se chargera de lui, puis ils vont encore avancer pour atteindre l'adversaire suivant, pareil, puis encore, tout ça jusqu'à la fin du manga. À la limite, il y a des petites variations, comme les personnages qui se séparent, ou le fait qu'il faille affronter des personnages pas totalement méchants. Mais sur la forme, ça ne change rien. Tout cela pour quel objectif? Cela peut se résumer en une phrase. En face, ce sont des méchants, donc on doit les battre. Ce qui est vraiment regrettable avec cette simplification, c'est que le manga abandonne des possibilités vraiment intéressantes qu'il aurait pu développer. Par exemple, on retrouve dans le groupe des personnages principaux à la fois Hidetada Tokugawa, à savoir le fils du shogun, et Yukimura Sanada, un samouraï qui veut faire tomber le shogun. Hidetada est un homme qui, historiquement, va devenir lui-même shogun, donc on aurait pu créer une opposition très intéressante entre eux, qui aurait été d'autant plus puissante que ces deux personnages qu'on va suivre dès le début de l'intrigue et auxquels on va vraiment s'attacher. On peut rajouter à l'équation le personnage de Sasuke Sarutobi, le plus fidèle vassal de Yukimura qui va être très proche d'Hidetada durant l'histoire. Autant pour le contexte politique que pour le développement des personnages, on aurait pu avoir quelque chose de bien plus incroyable que tous les héros qui s'allient contre les méchants. Et on aurait même pu ajouter à cela Date Masamune, qui est dans le manga et qui aspire lui aussi au pouvoir. Mais au final, il sera délaissé pour une bonne partie du manga parce que... il y a trop de personnages.
Enfin, non, ce n'est pas comme ça que je devrais le dire. Plutôt, le groupe des héros va trop s'agrandir. Le manga va surabuser du cliché de l'adversaire qui rejoint les gentils une fois vaincu. Ce qui n'est pas un mal en soi, sauf quand des personnages se retrouvent effacés, ce qui finit inexorablement par arriver. Un nouveau personnage dans le groupe va entraîner que celui-ci va être développé dans un nouveau combat à signification personnelle pour lui peu de temps après, mais où il sera cette fois du côté des gentils. Le problème, c'est déjà que ça va rendre le tout très grossier, par exemple quand l'un d'eux dit qu'il refuse tout lien avec quiconque quand il est du côté des méchants, pour plus tard affronter un membre de sa famille adoptive auquel il se sait lié quand il est du côté des gentils. D'autre part, ça va inonder le manga qui va devoir abandonner certains personnages pour un long moment, par exemple Okuni qui passe à la trappe pendant plusieurs tomes. Tout ce problème concernant l'évolution de l'histoire va se manifester par la surutilisation d'un code du shonen, les ordres. Il y a beaucoup trop d'ordres dans Samurai Deeper Kyo, et j'aurais presque été prêt à pardonner si ce n'était pas une justification pour cette forme minimaliste. Mais sérieusement, entre les 10 guerriers des Sanada, les 4 sacrés du ciel, les 12 généraux sacrés qui ont eux-mêmes des membres cachés, les 5 planètes, les 4 sages, les 4 chevaliers de la Croix-Rouge, oui, ils sont pas tous du côté des méchants, mais au bout d'un moment, ça fait trop. Surtout que pour les derniers, ils sont amenés juste pour annoncer de nouveaux ennemis quand un ordre précédent est sur le point d'être épuisé. Mais au-delà de la forme, cela entraîne un autre gros problème. Imaginez si on nous annonce des personnages puissants contre lesquels les héros vont avoir des difficultés. Que va-t-il se passer quand il faudra en affronter d'autres d'un ordre plus puissant encore très peu de temps après? Des power-up! Beaucoup! Il faut que les héros deviennent plus puissants très vite, donc on abandonne les entraînements ou les nouvelles armes, et on nous sort des trucs qui vont faire progresser les personnages d'un coup parce que... magie? Ou des trucs absolument pas préparés, qui ressemblent juste à des improvisations tant ils nous sortent de ce que nous avions vu jusque-là. Le meilleur exemple selon moi étant quand Kyo communique avec son sabre, quelque chose qui me rappelle pas mal Bleach. Cependant, malgré tout ce que je peux dire sur le déroulement assez simpliste du manga, Samurai Deeper Kyo ne veut pas se limiter à n'être qu'une suite de combats. En fait, il essaye d'être un manga à scénario, ce qui peut peut-être vous étonner au vu de la description que je vous en ai fait. Et on touche justement à un autre gros souci du manga, le scénario en tant que tel, et surtout sa façon de le raconter. Pour décrire le problème, je dois reparler du personnage de Yuya et du second souci la concernant. Elle est censée représenter le lecteur qui découvre Kyo et qui va se poser les questions que de notre point de vue, on va se poser. Mais elle le fait sans aucune subtilité. À chaque nouvel élément qui a un lien avec l'histoire ou le passé d'un personnage, elle va avoir des répliques qui sont juste forcées dans le fait que les personnages insistent de manière non naturelle sur ce que le lecteur seul doit remarquer. On a au choix l'impression que le manga ne nous fait pas assez confiance pour réfléchir par nous-mêmes, ou qu'il tient absolument à montrer que son scénario est préparé. D'autant plus que ça commence avec Yuya, mais ça va se généraliser à tous les personnages entourant Kyo. Ils vont se poser des questions. Beaucoup de questions, au point que la lecture finit juste par devenir lourde au vu de tous les mystères que le manga met en place, et sur lesquels il insiste, mais auxquels il va mettre beaucoup de temps à répondre. Alors oui, on peut dire que dans l'ensemble, tout a l'air préparé, mais à trop insister de manière non naturelle sur son histoire, ça finit que par la décrédibiliser. À chaque nouvel élément pour comprendre l'histoire qui apparaît, on va continuellement nous utiliser des choses en rapport au point de voir les personnages faire toutes sortes de suppositions qui vont dans certains cas gâcher des révélations, car les dialogues auront presque tout révélé avant la vraie révélation. Le ridicule de tout ça étant manifesté par le personnage de Sakuya. Sakuya est un personnage important qui est lié à tous les événements majeurs de l'intrigue. Alors son apparition à nous lecteurs doit attendre l'apogée du manga pour que nous puissions découvrir comme Yuya tout ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Cependant, au vu des événements, elle va devoir apparaître assez tôt, bien avant son introduction officielle à Yuya, et par conséquent au lecteur. La question est alors, comment mettre en avant un personnage qui ne doit pas s'être vu? Et bien pour cela, Kamijo va la faire apparaître, mais sans nous la montrer, en cachant ses yeux. On ne verra ses yeux que quand on aura officiellement le droit de la découvrir, mais maintenant, rendez-vous compte, faire apparaître un personnage pendant une grande partie de l'histoire sans nous montrer ses yeux pour maintenir un mystère alors que des personnages savent où elle est et qu'elle a des dialogues, ça finit presque par devenir parodique. Ce qui, étrangement, va le prouver, c'est l'adaptation animée qui va reposer sur le même principe, mais qui va très vite montrer les failles de cette astuce au vu des différences avec le manga, au point qu'à la fin, il laissera tomber. Désolé, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça cocasse. De quoi? Que tu te plaignes d'un personnage dont on ne voit pas les yeux. Tu veux pas aller jeter un coup d'œil à la photo de profil de la chaîne? Oh, C'est vrai. t'avais vraiment que ça à faire de m'interrompre pour ce genre de détails? Oh, ça va, je suis méchant, mais au fond, tu sais que je t'aime bien. Ah, justement. Samurai Deeper Kyo ne va avoir de cesse d'insister sur son scénario, et entre autres sur les passés des différents personnages qui ont vécu des choses plus ou moins tragiques. Mais même s'il nous fait comprendre qu'il a bien préparé chacune des histoires de chacun d'entre eux, il va se montrer assez répétitif. Cela ne sera pas tant sur la forme que le fond.
À partir du moment où des personnages ennemis auront un passé commun, dès lors que celui-ci aura suffisamment d'importance pour revenir, on aura le droit à des révélations bien loin de ce qu'on nous vendait initialement, mais qui seront quasiment toujours les mêmes. J'essaye d'être assez évasif pour ne pas spoiler. Quand on ajoute le fait que ces révélations s'accompagnent très souvent de « comme par hasard », et je veux dire par là, tiens, deux personnages qui étaient amis se retrouvent à s'affronter, alors que, comme par hasard, un personnage lié à leur histoire dont on n'a jamais entendu parler et qui aurait pu ne pas être présent, est là, bien sûr toujours en étant grossier. Et au final, ça me permet de me rendre compte qu'en réalité, Samurai Deeper Kyo, eh bien ce n'est pas aussi sombre que ce que ça essaye de paraître. Le manga se veut violent, nous présente des personnages comme étant des démons à une époque où la loi du plus fort existe malgré tout, entraînant de nombreuses victimes. Mais plus l'intrigue avance, plus on se rend compte que non, les personnages ne sont pas aussi horribles, le fond n'est pas si méchant, et la complexité de premier abord laisse place à de bons sentiments. Alors que le manga pourrait insister sur sa profondeur en nuançant les personnages et leurs actions, par exemple en montrant que certains ont pu commettre des choses horribles qui ne peuvent être pardonnées, ou en montrant certains assumer jusqu'au bout leur inhumanité, comme il le fait au début, cela aurait pu fonctionner. Mais il va simplifier son traitement, au point que même les adversaires les plus affreux finissent par faire leur mea culpa devant les bons sentiments des héros. Ce manga, qui veut montrer des personnages plus profonds que du shonen gentil et classique, finit juste par devenir l'un d'entre eux, avec des messages à base de pouvoir de l'amitié et autres. Il laisse penser qu'au final, il voulait juste se donner un genre qu'il n'assumait pas. Samurai Deeper Kyo ne va avoir de cesse de s'empêtrer dans une intrigue se voulant toujours plus démesurée, dans le but de donner plus de profondeur aux bases qu'il avait plantées, sans même se rendre compte que finalement, il leur faisait perdre leur force. Utiliser par exemple le personnage de Kyo dont nous ne connaissons pas les pensées, ce qui nous donne une certaine distance de cet homme ayant tant vécu, comme une justification pour orienter l'intrigue dans des directions juste voulues par l'autrice qui arrange le schéma saint-seiesque dans lequel le manga va tomber, ça fait perdre ce pourquoi le manga marchait de base. Forcer toujours plus la démesure, les enjeux, le nombre de personnages, au point de ne plus comprendre leur logique et de glisser des incohérences, ça se veut pour créer un climax grandiose, mais ça rallonge juste artificiellement le manga tout en le rendant confus. Vouloir faire déborder de bons sentiments ses conclusions au point que les personnages abandonnent presque leurs ambitions pour lesquelles ils ont tant lutté, faisant clairement sortir le manga de son ambiance dark qui est censé faire sa force, ça donne l'impression d'un immense gâchis. D'ailleurs, ça se ressent dans le dernier chapitre publié que dans les volumes reliés du manga qui... Non, vous savez quoi, j'ai même pas envie d'en parler. Mais du coup, comment on peut conclure tout ça ? Samurai Deeper Kyo est l'archétype même du shonen ayant tout ce qu'il faut pour séduire son public cible, qui cherche une histoire plus sérieuse que d'autres shonen classiques, mais qui ne va pas réussir à maîtriser l'ensemble, faisant doucement sombrer le tout dans un manga qui n'aura pas assez pour devenir un incontournable, et même être vu aujourd'hui comme un manga bourré de bien plus de défauts que de qualités. Il reste bien sûr culte pour ceux qui l'ont connu à son époque, mais aujourd'hui, avec du recul, comment résumer ce que vaut ce manga ? Personnellement, je pense que Samurai Deeper Kyo est ce qu'il est devenu, à savoir un manga oubliable. Un manga ayant certes des qualités, notamment son dessin que je trouve très bon, mais qui pour le coup n'aura pas été suivi par une intrigue qui fonctionne suffisamment pour donner envie d'aller jusqu'au bout. Certains d'entre vous n'ont sûrement jamais lu ce manga, alors vous devez peut-être vous demander « Est-ce que ce manque de qualité doit m'empêcher de le lire ? Est-ce que tu pourrais nous le recommander malgré tout ? Est-ce que je peux recommander une œuvre qui se lit bien au premier abord, mais qui d'un point de vue au maximum critique ne va avoir de cesse de perdre en intérêt sur son fond ? Non. Je ne peux pas. Mon esprit critique me force à vous dire que je ne vous recommande pas Samurai Deeper Kyo. Voilà. 10 ans pour en arriver là. Tu termines la vidéo, Haru ? Ouais. Sur ce, tu peux partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux et me suivre sur mon Utip. Enfin, non, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux et passer sur mon Utip. Tu peux aussi t'abonner ou commenter. Et le plus important, mettre un j'aime si tu l'as aimé. Ou non, c'est même pas obligé, tu sais quoi. Non, même... ça vaut pas le coup, te donne pas assez de peine. Non, j'ai pas vraiment envie d'avoir des j'aime pour cette vidéo. J'en veux pas, non. Non, j'en veux pas, non. Quoi ? Non, mais bien sûr que non. Non, écoute-moi bien, toi qui regardes cette vidéo. Surtout, ne laisse pas de j'aime à cette vidéo, je te l'interdis. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, c'est juste que... je peux pas dire à qui que ce soit de laisser un j'aime à cette vidéo s'il l'a aimé parce que... bah moi j'ai pas aimé l'affaire. Hein ? C'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais faire. Après 10 ans de lecture, c'est pas à cette conclusion que je voulais arriver. D'accord, mais le problème c'est que la vidéo est terminée là. Si tu voulais dire autre chose, c'est trop tard. Je le sais très bien, mais quand même, j'ai pas envie de laisser ça comme ça. J'ai pas envie de tout terminer comme ça. Je sais très bien que c'est pas ça que je voulais et... et tu sais quoi ? Je m'en fiche. Rock. Oui ? Rembobine la vidéo. Pardon ? Rembobine la vidéo.
Tu te rends bien compte que c'est impossible de faire ça. T'es un chien ailé qui communique par télépathie et t'essayes de me faire croire que t'es pas capable de faire un truc aussi crédible que de rembobiner une vidéo? Alors? Ce serait presque cohérent comme argument. Du coup, fais-le. Ok, mais t'es sûr de ce que tu fais? Oui. Maintenant je le suis. Mais tout ça, c'est sur le papier, ça ne nous dit rien sur la qualité du manga. Donc la question qu'on va maintenant se poser, c'est concrètement, Samurai Deeper Kyo, est-ce que c'est bien? Et bien à partir de là, je pourrais essayer de vous faire une critique se voulant au maximum objectif pour tenter de répondre à cette question. Mais si je faisais ça, je pense que je le regretterais et que dans tous les cas, mes arguments seraient soumis à débat en commentaire. Donc à la place, je préfère affirmer une chose que je sais bien plus catégorique. Une chose qui pourrait me faire perdre en crédibilité auprès de certains, mais une chose que je pense vraiment et que je n'ai aucune honte à dire. J'aime Samurai Deeper Kyo. J'aime vraiment Samurai Deeper Kyo. Et à partir de maintenant, je vais vous dire pourquoi, encore aujourd'hui, j'aime ce manga. Dans un premier temps, je pourrais parler du dessin, mais comme c'est loin d'être le sujet le plus à débat concernant le manga, je crois que je vais plutôt m'intéresser à son fond. Parce que oui, je considère qu'il y a de très bonnes choses sur le fond du manga. Samurai Deeper Kyo est certes un manga qui ne va pas nécessairement briller de par son intrigue en tant que tel, mais il va trouver sa plus grande force au travers de ceux qui vont l'apporter, ses personnages. Le manga se déroule durant une période où les samouraïs vivent leur apogée, alors qu'Amichio va, avant tout, faire passer au travers de ces figures de samouraïs surpuissants une quête qui correspond à leur image dans la culture populaire, à savoir la recherche de puissance, vouloir devenir le plus fort. Bien sûr, on peut trouver cet objectif simpliste, cependant, au travers des combats qui vont mener les protagonistes à se surpasser pour l'atteindre, l'autrice va confronter des personnages aux visions du monde radicalement différentes. Tout ça pour les faire évoluer, aussi bien les gagnants que les perdants, et surtout pour faire passer plusieurs messages et aborder plusieurs thématiques. Déjà, la recherche de force est traitée dans le manga de la manière la plus noble qui soit. On pourra très vite comparer les puissances des différents personnages en se rendant compte que certains héros sont nettement supérieurs aux autres, et justement, cette séparation sera en parallèle à une différence de leurs ambitions. Les personnages les plus faibles seront ceux qui vont aspirer à des objectifs concrets, des objectifs qui défendent leur point de vue sur le monde, là où les plus forts, à commencer par Kyo, ne voudront vaincre de puissants adversaires que pour se prouver leur force, sans arrière-pensée comme de la domination. Et on tient là l'un des premiers messages du manga, à savoir le besoin d'humilité. Kyo va se confronter à des adversaires qui ont de mauvaises ambitions et qui assoient leur position par leur force et le mépris qu'ils affichent aux faibles. Cependant, ils vont eux-mêmes se faire vaincre petit à petit par une personne qu'ils prennent de haut et qui va leur rappeler leur place. Kyo va se confronter à des personnages qui pensent ne rien craindre, que ce soit des hommes politiques, des monstres supérieurs à des humains, jusqu'à des personnes se considérant comme des dieux, les plus puissants parmi eux rejetant même leurs semblables s'ils sont plus faibles qu'eux. Mais bien plus que par une simple défaite venant du bas, c'est par une vision radicalement différente que Kyo a sur autrui par rapport à ses adversaires que le message va passer. Kyo, de son côté, va voir chacun de ses compagnons, de Yuya à Tigre Rouge en passant par Sasuke, Buntenmaru, Akari et j'en passe, comme des égaux, aucun ne valant plus ou moins que les autres à partir du moment où ils sont fidèles à eux-mêmes. Ils respectent aussi bien leur point de vue sur le monde que leur envie de le battre tant que celle-ci reste dans cette mentalité de recherche de puissance dans son aspect noble. Il ne l'assumera pas du fait de son côté hautain et prétentieux, mais tous, nous les premiers, allons nous rendre compte que c'est en étant entouré de personnes si différentes, autant en termes de force, de passé, d'objectifs, de philosophie, qu'il finira par prendre aussi bien en puissance qu'en maturité, tout cela parce qu'il les acceptera comme étant ses compagnons. L'ultime conclusion appuiera le fait que seule une personne ayant cette vision du monde pourrait se prétendre comme étant supérieure aux autres, ce qu'il ne voudra même pas être. C'est d'autant plus pour ça que progressivement, Kyo va soit épargner, soit respecter ses adversaires et écouter ce que eux-mêmes auront conclu de leur combat. Alors oui, on peut dire que le manga perd de son côté sombre à cause de ça, ou que ça fait forcer, ce qui est assez vrai par moments. Mais on peut aussi voir ça comme étant une preuve de maturité de l'histoire qui ne veut plus se limiter à juste montrer un héros qui tue froidement le sourire aux lèvres, mais un personnage assez réfléchi pour accepter les opinions d'autrui. Tout cela étant préparé depuis le début du manga. Et à côté, il y a les autres personnages qui vont chacun raconter quelque chose à leur manière. Prenez par exemple le personnage d'Akira, un gamin recueilli et élevé par Kyo pour devenir fort comme lui, et qui tient absolument à retrouver le Kyo qu'il a connu, et qui était selon lui bien plus puissant que ce qu'il est devenu. Rien que ce personnage aborde la question du fanatisme poussé à un point de ne plus voir les choses telles qu'elles sont, mais de la manière dont on voudrait qu'elles soient. Lui aussi va avoir une évolution qui va faire changer son point de vue pour sortir de sa vision trop étriquée du monde. Et ça va passer à la fois par une leçon d'humilité, en étant attentif à ceux qu'il considère comme étant inférieurs, notamment Tigre Rouge, que par des combats où il pourra lui-même questionner son rapport à autrui, à lui-même, et même plus largement au monde en fonction de son adversaire. Pour autant, le personnage ne sera pas montré comme étant totalement dans l'erreur, la preuve étant sa relation avec Tigre Rouge.
Alors qu'ils se détestent, ils vont chacun découvrir des forces que possède l'autre et qui leur font défaut, alors que leurs préjugés mutuels ne les laissaient même pas les envisager. C'est justement en découvrant leurs défauts respectifs, en apprenant de l'autre, qu'ils vont pouvoir chacun arriver à une conclusion au travers desquelles ils s'épanouiront et qui correspondront à leurs objectifs, notamment Tigre Rouge. D'ailleurs, en parlant de lui, il est initialement un de ces personnages qu'on peut qualifier de faible au premier abord. Contrairement à Akira qui embrasse pleinement son passé, lui le rejette parce qu'il l'a trop fait souffrir, alors que d'autres aimeraient qu'il l'accepte. Cependant, l'histoire va le confronter à des injustices contre lesquelles il va vouloir combattre. Donc, comme Akira, c'est en apprenant des autres au travers des combats où, plus que gagner, il devra prouver sa volonté face à des adversaires qui lui sont clairement supérieurs, lui qui est parmi les plus faibles du groupe, qu'il prendra des résolutions qui lui permettront de faire face à son passé et de concevoir plus concrètement son avenir. C'est ça que j'aime avec les personnages de Kyo, le manga ne renvoie pas à un message unique, en fonction du vécu et de l'histoire de chacun, ils trouveront tous une conclusion qui leur sont propres et qui ne se vaudra pas faussement universelle. Certains devront accepter leur passé, d'autres s'en émanciper, certains devront combattre, d'autres pardonner, certains devront être fidèles, d'autres devront montrer leur tort à ceux à qui ils tiennent. Des conclusions de personnages toujours différentes en fonction de la grande variété de ceux qu'ils sont. C'est pour ça que selon moi, Samurai Deeper Kyo n'est pas juste qu'une bête recherche de puissance. Il y a trop de messages au travers des différents combats pour dire que le manga se limite seulement à des personnages qui se tapent dessus. Mais au-delà de ce qu'ils racontent, c'est un plaisir de les voir, et surtout, de les voir ensemble. Chacun des personnages a, comme pour leur design, un caractère propre et marqué. À partir de ceci, leurs interactions seront des délices qui marcheront à chaque fois et nous donneront de la sympathie pour la totalité d'entre eux, et ce, qu'ils soient dans une ambiance légère ou sérieuse. Le meilleur exemple étant les échanges entre les 4 sacrés du ciel. 4 guerriers tous aussi puissants les uns que les autres, alliés et rivaux, qui ont longtemps voyagé ensemble et qui à chaque fois qu'ils se voient se détestent cordialement pour cacher la sympathie qu'ils ont les uns pour les autres. Le tout sans jamais atteindre le point de rupture qu'aucun d'entre eux ne veut dépasser, et qui au fond d'eux sont parfaitement conscients de ce que représentent les autres pour chacun. C'est pour ça que je trouve chacun des personnages assez marquants et que je les apprécie autant. Chacun trouve toujours sa place dans un tout où il pourra briller aussi bien de par ses combats que par son caractère, et ce même si certains sont moins présents que d'autres. Cependant, j'ai l'impression de ne pas être la seule personne à les aimer. S'il y a bien quelqu'un qui les aime plus que quiconque, c'est bien Akimine Kamijo. Pourquoi il y a tant de personnages qui rejoignent le groupe des héros? Pourquoi va-t-elle les faire se confronter à autant d'adversaires? C'est parce qu'elle tenait à ce que chacun d'entre eux puisse briller. Dès le début, quand elle parle de ses personnages dans les commentaires de Tom, on ressent toute la passion qu'elle a pour eux et pour son manga. On la sent passionnée à l'idée de nous faire découvrir leurs histoires, à les dessiner de bien des manières, quitte à continuellement se remettre en question et essayer de progresser sur le plan technique. Passionnée au point de se rajouter toujours plus de travail quand il faut dessiner des illustrations pour des artbooks ou préparer des histoires originales pour les CD-dramas. Je sais que c'est pas un argument qui peut défendre le tout, mais cette passion, elle m'a atteinte. Même s'il y a des défauts dans leur écriture, voire tant d'efforts faits par une autrice aussi passionnée, ça renforce cet amour que j'ai déjà pour les personnages. Pour moi, ce manga ne fait pas semblant, ce manga n'est pas faux, il essaye sincèrement de nous faire passer le meilleur des moments, et les personnages en sont la preuve de l'honnêteté de leur autrice, et à mon sens, ce côté sincère, elle ne l'a jamais abandonné. Ce qui le prouve selon moi, c'est Codebreaker. Si vous voulez un avis général, je trouve que Codebreaker est un manga globalement raté. On y retrouve pas mal des défauts de Kyo, poussés à un extrême difficilement pardonnable, entre les dialogues à sous-entendus et une histoire avec toujours plus de twists justifiés par des amnésies qui finit par ne plus être crédible, le manga a du mal à se défendre. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour ces personnages malgré leur écriture bancale. Tout ça parce que Kamijo elle-même les apprécie et a, avant toute chose, voulu nous partager l'ensemble des raisons pour lesquelles elle les aime, au travers de leurs combats, de leurs choix, de leur amitié sincère qui dépasse les trahisons, de leurs résolutions. Malgré ce que j'en pense, je ne peux pas dire que je n'ai pris aucun plaisir à lire ce manga. Et c'est peut-être pour tout ça qu'encore aujourd'hui, je considère Samurai Deeper Kyo comme étant un manga qui m'a marqué. Car même s'il fait partie des premiers mangas que j'ai lus, je ressentais déjà l'envie de créer le meilleur de l'autrice au travers des qualités du manga. Du fait que, malgré sa forme bancale, j'appréciais suffisamment les personnages pour vouloir les suivre jusqu'au bout, apprendre leurs histoires, voir leurs combats toujours plus magistralement dessinés. Oui, c'est sûrement pour ça qu'encore aujourd'hui, j'arrive à citer le nom de chacun d'entre eux sans souci. Que j'arrive à me rappeler du jour où j'ai découvert les personnages de Sasuke et d'Akari, que je me rappelle de chacun des combats et des endroits où ils ont eu lieu, que je me rappelle même de certains dialogues précis. C'est peut-être juste grâce à toute cette passion et cette sincérité qui ressortent du manga malgré ses défauts. Ce qui, à mon sens, symbolise le mieux tout ça, c'est l'ultime chapitre, celui qui a été fait pour les volumes reliés. Ouais, finalement, j'ai envie d'en parler, de ce chapitre quasiment sans dialogue qui revient de manière amusante sur ces personnages qu'on a suivis en les montrant toujours fidèles à eux-mêmes, fidèles à ce pourquoi on les a aimés.
à ce pourquoi je les ai aimés. Samurai Deeper Kyo n'est pas un manga qui a marqué l'histoire du manga, j'en ai pleinement conscience. Beaucoup le voient aujourd'hui comme étant un shonen se voulant faussement mature, tombant dans une démesure toujours plus ridicule pour cacher un faux bancal. Et c'est assez vrai sur certains points. Est-ce que je peux nier que le manga n'est pas qu'une suite de combats? Non. Est-ce que je peux nier qu'on a des enchaînements de power-up? Non. Est-ce que je peux nier que l'intrigue semble se rallonger artificiellement et qu'elle utilise des techniques qui marchent pas très bien pour s'orienter là où elle veut aller? Non. Mais à côté, beaucoup retiennent les qualités du manga qui existent, retiennent avant tout ses personnages et leur chemin, les dessins qui nous offrent toujours plus de qualité, les messages dans lesquels bien des gens se sont retrouvés, et même son histoire qui les a tenus en haleine et qui malgré tout referme de nombreuses portes qu'elle avait ouvertes. Samurai Deeper Kyo polarise assez les avis le concernant, mais personnellement, aujourd'hui, je retiens surtout ses qualités. Et plus que tout, il reste l'un des premiers mangas qui m'a permis de m'aventurer dans ce médium. Un manga au travers duquel j'ai découvert des choses que je n'avais jusque-là jamais lues, et qui en fait dans mon esprit une petite référence personnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais lui enlever. Certains me diront sûrement que je n'arrive pas à me montrer assez critique vis-à-vis de celui-ci à cause du rapport que j'ai avec. Qu'en réalité, le manga n'est juste qu'une bête histoire à base de force de l'amitié. Et s'il y en a parmi vous qui pensent cela, je vous répondrai « Ok, mais c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème à ce qu'un shonen ait une morale à base de pouvoir de l'amitié ? Quand j'ai découvert ce manga, cela me suffisait, d'autant plus que derrière ce message simpliste, il traite de bien d'autres sujets. Ce manga est simple, ce manga se limite juste à une histoire pour ados ? Peut-être, mais quand je l'ai lu, je ne lui demandais pas plus. Et aujourd'hui, je me sentirais hypocrite de lui reprocher de ne pas m'avoir offert plus que des choses qui me suffisaient. Je n'arrive pas à me détacher suffisamment de l'amour que j'éprouve pour celui-ci pour donner un avis critique ? D'accord. Eh bien si pour donner un avis valable je dois renier les œuvres qui m'ont construite, je préfère me limiter à une totale subjectivité nostalgique. Parce que je ne suis pas encore assez mature pour renier mes sentiments. J'ai parfaitement conscience que Samurai Deeper Kyo est un manga ayant des défauts. Moi-même quand je l'ai relu, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir certaines longueurs à la fin. Néanmoins, je dois avouer qu'à ma redécouverte et à ma relecture du manga pour préparer cette vidéo, je n'ai pas ressenti ces fameux défauts dont je vous ai parlé. J'appréciais juste ce que je lisais. Et je sais qu'au fond de moi, c'est ça que je veux retenir de ce manga. Dans tous les cas, même si vous le trouvez mauvais, ça ne m'a pas empêché par la suite de m'intéresser à bien d'autres mangas excellents. Ouais, depuis, j'ai parcouru du chemin, j'ai tenu la distance. Je t'interdis de continuer. Ça va, si je l'avais pas fait, quelqu'un l'aurait sorti en commentaire. Je m'en fiche, si tu continues, c'est moi qui vais t'envoyer faire une dernière danse. Bon, d'accord. Du coup, permettez-moi de conclure cette vidéo une nouvelle fois. Samurai Deeper Kyo est un manga qui ne plaira pas à tout le monde. Il se peut qu'en le découvrant aujourd'hui, vous vous fassiez refroidir par des défauts qui existent. Cependant, il est aussi possible que ces qualités vous atteignent et vous fassent au pire passer un bon moment, au mieux vous fassent découvrir une future référence personnelle. Parce que ouais, peu importe la qualité d'une œuvre, ça restera toujours la subjectivité de tout à chacun qui la transformera en œuvre marquante. Donc, est-ce que je vous recommande Samurai Deeper Kyo ? Je pourrais difficilement dire oui. Mais je ne vous répondrai certainement pas non. Car s'il y en a parmi vous qui peuvent avec celui-ci découvrir un manga qu'ils apprécieront sincèrement, je n'ai aucune raison de ne pas vous encourager à vous lancer. En plus, vous verrez, Luciole, il est marrant. Tu vas mieux maintenant ? Ouais, je pense que maintenant que j'ai pu rendre un petit hommage personnel à ce manga, je peux enfin considérer que je l'ai vraiment terminé. Je sais qu'il est clairement moins intéressant que d'autres mangas que j'ai abordés et que plein d'autres sujets qui mériteraient des vidéos, mais ça fait plaisir. Bon, cette fois la vidéo est bel et bien finie. N'hésite pas à laisser un commentaire pour critiquer mes goûts si tu penses que le manga est nul, et pour les autres, vous pouvez mettre un j'aime, oui, cette fois vous pouvez, vous abonner et partager. Vous pouvez également faire un tour sur mes réseaux sociaux ou mon Utip, les liens sont en description. Je ne suis pas très actif, mais j'essaie de prévenir de l'avancée des vidéos. Et jusqu'au prochain Manga Sky, où, je sais pas, on reparlera peut-être d'un manga de mon adolescence. Ou non, si c'est pour qu'il soit aussi long que celui-là, je préfère éviter. Je vous dis, allez, c'était Haru, salut!